Moi, je vais choquer si je parle de ça. Mais si je prends leur situation aujourd'hui, je veux dire vulgairement, elle est éclatée. Et quand tu démarres quelque chose de nouveau, c'est que tu as un manque. Quoi qu'on en dise, c'est comme ça. Moi, je dois clairement mon succès dans le marketing de réseau aux événements. C'est incroyablement fort et c'est peut-être une des choses les plus dures à réaliser. On peut quand même le dire, ça, c'est la preuve qu'on est quand même dans un business incroyable avec l'entourage important. T'es quand même mon témoin sur ce mariage, donc tu vois. C'est vrai, c'est un honneur. Bon, ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir sur ce podcast, que c'est une journée qui est assez spéciale et on va parler de plein de choses. Je vais vous demander de vous présenter puisque forcément il va y avoir plein de personnes qui soit vous connaissent pas ou vous connaissent déjà, mais n'ont qu'une envie, c'est d'en savoir plus sur vous, votre parcours au niveau du business. Ça reste aussi une journée spéciale. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de podcasts qui se sont tournés où derrière il y a un mariage dans la même journée. J'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas trop stressé ou plutôt ému, Tat, un petit peu. Stressé, ça va, ému beaucoup. Je suis relativement relax. Ça va ? Ouais, ça va. Bon, génial. Mais voilà, en tout cas, l'objectif, ça va être vraiment de pouvoir apporter un maximum de valeur à tout le monde. Mais plus que même la valeur, c'est surtout en fait d'apprendre véritablement à vous connaître. Donc, je pense qu'avant de partir sur les sujets business, ce que vous faites, le business en couple, on verra aussi qu'on est en ce moment à Vegas et on a assisté à une conférence, une convention complètement incroyable. On va parler du mariage aussi forcément. Mais la première chose, c'est déjà vous présenter qui êtes-vous, ce que vous faisiez aussi avant le business et qu'on puisse en apprendre un maximum sur vous. Ça marche. Honneur aux dames. Allez. Donc, Tatiana, 34, bientôt 35 ans. Je suis maman de 3 enfants. Et dans le marketing de réseau depuis 10 ans, là, j'entame ma 10e année. Donc avant, j'étais fort jeune, je trouvais pas trop ma place. Donc j'ai enchaîné pas mal de boulot. Mais j'ai clairement trouvé ma voie dans le marketing de réseau donc depuis maintenant 10 ans. Et je ne changerai ça pour rien au monde, malgré que, on y reviendra peut-être, j'ai essayé d'autres trucs entre-temps. Et j'y suis revenue finalement. Donc, Génial. Et Pour toi, ma part, Brian, donc j'ai 30 ans, bientôt 31 dans 4 jours. Et donc, moi, mon parcours, c'est un peu plus atypique. Donc, j'ai été policier pendant 7 ans à Bruxelles. Ensuite, j'avais envie de changer un petit peu et de sortir un peu du train-train quotidien et je suis payé uniquement en travaillant beaucoup de temps. Et donc, j'ai décidé de m'orienter dans une carrière de commercial pour finalement faire du closing. Et puis maintenant, je suis dans le marketing de réseau depuis 10 mois. On verra que ça a une importance et qu'il y a une corrélation avec un certain événement aussi. Donc, voilà un petit peu. c'est incroyable. Donc 10 ans, 10 mois. Et à la limite, je peux vous poser la question de comment est-ce que vous avez rencontré le marketing de réseau ? Puisque toi, du coup, c'était il y a 10 ans maintenant quasiment. Donc, les manières de faire du marketing de réseau étaient complètement différentes aussi. Et c'est ça qui va être super intéressant même pour tout le monde, puisqu'on va le voir dans le podcast quand on va parler des réseaux sociaux. Et tu as une communauté exceptionnelle que tu aimes beaucoup, ouais. mais tu as une viralité aussi qui est complètement incroyable. Donc, comment est-ce que tu as découvert le marketing de réseau il y a 10 ans, si tu peux nous partager ? Alors moi, c'est totalement atypique. Il faut savoir que forcément, ça commençait un peu les ajouts dans les groupes, les nanas qui faisaient du marketing de réseau. Et j'étais anti tout ça, parce que là, j'y croyais pas. J'étais vraiment hermétique à tout ça. Et j'aimais beaucoup le management. Je publiais pas mal sur le leadership. Et un jour, un gars que je ne connais pas des réseaux me dit tiens, j'ai une formation avec un gars ce week-end. C'est une formation payante, mais une de mes filles est malade, donc la place est vacante. Si tu veux, je viens te chercher, tu viens à la formation. Je me dis oh, le mec, il m'offre la formation. Enfin, c'est quand même un peu bizarre. Finalement, j'y vais. Donc sur 2 jours, le premier jour, le contenu me plaît, mais vraiment par leadership, management, construction d'équipe, business finalement. Et le deuxième jour, on parle de marketing de réseau, MLM. Alors, je me sens un peu choquée parce que j'aime beaucoup la langue française et je connais pas le terme, et je me dis tiens ici on parle de quoi ? Et le gars m'explique. Et en fait, j'étais dans un week-end de formation d'équipe pour le démarrage Belgique de ma première société de marketing de réseau. Je ne le savais absolument pas. Okay. Donc ils m'ont closé sans le savoir. Et à la fin, ils m'ont dit voilà, tout ce dont on a parlé, ça concerne une entreprise marketing de réseau. Ils m'expliquent. Et sur le coup, je me dis waouh, ok, donc super motivée. Je rentre à la maison. J'explique à mon compagnon à l'époque qui me strike d'une force monumentale en me disant surtout pas faire ça, que c'est pas possible, etc. Finalement, le mec revient pour réexpliquer à mon compagnon ce que c'est, parce que fatalement, quand on essaye de réexpliquer alors qu'on n'a pas encore les bases, c'est un peu compliqué. Et j'ai démarré comme ça. Je me suis dit allez, ok, vas-y, go. Donc de base, j'ai démarré sans savoir en fait finalement. Si on m'avait dit viens à une formation en week-end pour le marketing de réseau, j'y serais pas allée. Ah, tu serais pas allé ? J'y serais pas allée. Intéressant. J'y serais pas allée. On m'avait invité pas mal de fois déjà et j'avais ces a priori que les gens peuvent encore avoir aujourd'hui, sans savoir, c'est toujours un peu compliqué. Et on m'avait déjà invité quelques fois, j'ai toujours dit non. Et là, la façon de présenter le truc a fait que... Et en fait, une fois que je me suis retrouvée dedans, je me suis dit, c'est incroyable. Donc c'est presque du hasard et je remercierai jamais ce gars-là, Caïs, si tu m'entends, qui a trouvé le moyen de me faire débarquer dans le truc et j'ai démarré totalement par hasard sans savoir. Ok, ouais, ce qui est incroyable et ce qui est aussi super
ça enrichissant? Parce que c'est vrai que dans le marketing de réseau, souvent les gens, bon, c'est normal, vont inviter, on va dire, des prospects, des amis à découvrir leur business et ils se rendent pas toujours compte, en fait, en réalité, que ça va beaucoup dépendre d'eux, qui vont devoir se développer en tant que personne. Et c'est ce qui fait qu'on voit que des fois, des prospects ont été exposés à l'opportunité par une personne et cette personne a dit non. Et derrière, ils sont exposés par une autre personne. Et là, cette fois-ci, ce prospect devient client parce qu'il dit oui. Et pour autant, c'est le même business, mais c'est deux personnes différentes. Donc, au final, le leadership et la manière dont tu l'as expliqué, la manière dont on présente l'opportunité est au final fondamentale et peut faire la différence. Donc, incroyable. Et toi, Brian, du coup, alors, parce que c'était il y a 10 mois en plus. C'était il y a 10 mois, ouais. Mais pour le coup, forcément, voilà. Donc, on s'est rencontrés. Puis, forcément, je savais déjà qu'elle était dans le marketing de réseau parce que je la suivais avant sur les réseaux sociaux. J'avais déjà participé à une presse, justement, je pense 2 ans avant ça. Ok. Pas convaincu. Puis, voilà, j'avais un peu les a priori de tout le monde. Donc, c'était un Zoom global à l'époque où c'était d'ailleurs son ex, Lio, qui faisait la presse. Et je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc où il faut sortir de l'argent? C'est le premier truc que je me suis dit. Je me dis, putain, on te vend un truc de rêve parce que j'avais vu passer un truc passer sur les réseaux sociaux. On te vend un truc hyper kiffant et puis finalement, sortir de l'argent, mais fort. Tu vois, je me suis dit, à cette époque-là, je me dis, ouais, c'est cher. Ouais. Jamais je mets ça. Ok. Et donc, je quitte le Zoom, tu vois. Et puis finalement, je me suis jamais plus réintéressé à ça. Et pour moi, le marketing de réseau, la seule image que j'avais, c'était Tupperware, tu vois. Ok. Et donc, je me dis, ok, non, j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Donc, ma vie a continué. Et puis finalement, en la rencontrant, par le business. Et là, en fait, je me rends compte, bon, je suis plus à la police depuis, donc je suis commercial. Donc voilà, certains skills que j'ai pu acquérir. Puis je me dis, en fait, j'ai une carte à jouer, je crois, parce que avec les compétences que j'ai en termes de vente, etc., je pense que ça peut vraiment matcher avec ici ce qu'on propose. Et ce qui est aussi marrant, c'est que moi, tu me disais crypto, il y a 1 an d'ici, je savais pas ce que c'était, entre guillemets. Tu vois. Et donc, c'est là aussi que je trouve intéressant, c'est que maintenant, en étant rentré, en pouvant aussi, maintenant vivre full-time de l'activité marketing de réseau, mais aussi, j'ai pu me former grâce à ce qu'on me propose et me rendre compte aussi que, ce qu'on me propose, c'est vraiment qualitatif. Ouais. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Puis, ce qui est essentiel, surtout dans le timing dans lequel on est, là, économiquement parlant, je veux dire, on pourra en parler, même c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça dans le podcast, mais au final, on pourra parler aussi d'investissement, d'éducation financière, parce que c'est aussi nos services que l'on propose. Mais aujourd'hui, outre même l'aspect business model et le modèle d'affaires, s'éduquer financièrement en 2025, c'est juste obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe à l'heure actuelle, quand on voit un euro qui a perdu 50% de sa valeur sur les 20 dernières années, c'est là qu'on voit que quand on dit c'est cher, ou c'est un peu, et ça je vais y revenir d'ailleurs dessus, mais c'est un peu des fois les remarques ou les questions qu'on peut avoir, c'est est-ce que ça vaut vraiment le prix? C'est ça. L'ignorance va coûter beaucoup plus cher au final. Et surtout ça, on va avoir malheureusement la preuve dans les années à venir. Et donc je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est hyper intéressant. Quand tu as eu cette première présentation donc, qui a été faite en visio, où tu te dis justement, waouh, c'est cher. Ma question c'est, est-ce que, parce que maintenant, donc, vous avez vécu même ensemble sur ces 10 derniers mois, je veux dire beaucoup de choses au final dans le marketing de réseau, même pas pour tes 10 premiers mois. Je veux dire, là, on est à Las Vegas. Clairement. On va en reparler, mais tu as assisté à une conférence aux États-Unis et tu as fait même plein d'événements, des voyages, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis que c'est cher? Est-ce que tu t'étais rendu compte vraiment de ce business model d'affaires, vraiment de l'activité entrepreneuriale en tant que telle? Ou c'était quoi l'image, tu vois, que tu as eue et où tu t'es dit, ah, c'est cher, j'y vais pas? Non, je pense que moi, je me suis pas rendu compte déjà de l'aspect business. Je pense que je me suis pas rendu compte qu'il y avait un business lié à ça. Et puis à cette époque-là, de toute façon, j'avais pas du tout un cerveau préparé à faire de l'entrepreneuriat. Okay. Du tout. Et c'était aussi lié à un aspect croyance limitante, lié à l'aspect entourage aussi qui est très important et que j'ai pu réaliser justement aussi sur ces derniers mois. Mais non, je m'étais pas vraiment rendu compte. Et je pense, non pas parce que c'est son ex que je dis ça, mais que la presse était vraiment pas bien faite. Et on rebondit sur ce que tu disais juste avant, la façon d'amener le business, la façon dont tu présentes les choses. Est-ce que tu présentes ça pour vraiment faire du client? Est-ce que tu présentes ça pour développer un business derrière? Tout ça, ça a une véritable importance. Et moi, de la façon dont ça m'a été présenté, à l'époque, après ça date déjà un an que je me rappelle pas exactement de tout, mais je sais que je me suis dit, ok, ouais, on me dit il faut payer ça, après tu peux investir, tu vas avoir de la crypto, c'est bien. En gros, c'est ce que j'en ai retenu. Okay. Mais finalement, si tu sais déjà même pas ce que c'est la crypto, parce que c'était mon cas à ce moment-là, tu te dis, ok, justement, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est arnaque, comme tout le monde finalement, arnaque, parce que je pense que si c'est pas bien amené et que tu ne déconstruis pas ces croyances que les gens peuvent avoir sur l'aspect aussi marketing de réseau, directement, tu perds directement en impact sur les gens. L'info sympa, c'est que c'est la seule présentation, je te promets, que je n'ai pas fait en presque 50 business. C'est vrai? Juste ce soir-là, la petite était pas bien et j'ai dit, allez, viens pour une fois, vas-y, fais la presse. Ça a été très vite. Moi, je la faisais à l'époque en 30-40 minutes. Là, je crois qu'un quart d'heure après, c'était plié. C'est la seule presse que je n'ai pas faite et c'est celle sur laquelle il était. Incroyable.
Incroyable. Et ce qui est hyper intéressant, question pour toi maintenant, Tat, en écoutant ça, et Brian, tu as raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, le marketing de réseau, c'est une profession. Après, on choisit avec quelle société est-ce qu'on collabore, que ce soit une société qui propose du produit ou qui propose des services. Mais derrière, la manière dont on amène le business, la manière dont on se professionnalise, la manière dont on se développe aussi en tant que personne entrepreneur va créer la différence sur le long terme. Et ce qui est intéressant avec toi, Tat, c'est qu'aujourd'hui, tu as une communauté qui est exceptionnelle. Et à chaque fois, chaque jour, tu le dis, tu adores ta communauté, Ouais, tu les aimes, tu donnes tout. Et les gens te font énormément confiance. Ouais. Alors, j'imagine que tu dois aussi avoir des gens qui parfois vont te dire « scam, nanana, nanani, nanana ». Mais tu as quand même, d'ailleurs, tu as un record dans la société, on va en parler. Enfin, vous avez un record parce que ça a été fait là dans les 10 derniers mois, donc c'est exceptionnel. Mais quelle a été justement, tu vois, l'évolution que tu as eue sur ces 10 dernières années où toi aussi, au tout début, tu voulais pas venir au final. C'est-à-dire qu'on a un peu tous, tu vois, le même point de départ. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 10 ans, tu as pu te professionnaliser comme ça et devenir en fait cette personne-là aussi. Aujourd'hui, tu as une énorme communauté avec des gens qui te suivent. Tu vois, est-ce que tu peux nous raconter, tu vois, brièvement, rapidement, vraiment ton parcours en 10 ans? Ça se raconte pas comme ça normalement, mais tu vois, tu as compris ma question vraiment de t'amener de le point où, encore une fois, toi aussi tu doutes à qui tu es aujourd'hui. Ouais, je pense que les gens s'identifient pas mal à moi parce que j'ai quand même un franc-parler assez réputé. Ce qui fait de moi quelqu'un d'authentique et où voilà, si je dois dire merde, je dis merde, si je dois dire que ça va bien, ça va bien, et donc les gens s'identifient plus facilement parce que je montre pas que le positif. Et donc je commençais déjà un peu à bosser sur les réseaux à l'époque. En tout cas, j'aimais ça, j'aimais partager, j'aimais avoir plein de choses. Et donc quand j'ai décidé de démarrer un peu cette équipe, mon envie première c'était quand j'ai eu donc ce déclic, je voulais le partager. Ok. J'étais restée tellement longtemps dans le noir, j'étais le genre de connasse quand je tombais sur des statuts justement pour le développement, ouais meuf va bosser, ça se saurait s'il suffisait d'eux, tu vois le genre. Et quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit mais merde, en fait il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc j'ai créé je suis beaucoup sur Facebook, j'ai créé un groupe Facebook nommé mais tout simplement qui cherche un job, basta. Et j'ai mis un statut en disant voilà, il y en a qui cherchent un job. Et je crois sincèrement que dans les 2-3 heures, j'avais 150-200 personnes dans ce groupe, mais que des nanas. Je suis toujours restée dans la niche un peu nana maman. Et là je me suis dit waouh. Et en fait, je crois que c'est un lien de cause à effet, vu qu'elle me suivait depuis déjà pas mal de temps, elle savait ce que j'ai traversé, j'ai quand même eu quelques moments vraiment compliqués, et elles se sont dit, oh, bah, si elle s'en sort, si elle trouve un truc, peut-être que ça va suivre. Et donc, j'ai commencé vraiment comme ça, et mon leitmotiv, c'est vraiment le partage, et que les gens se rendent compte et ouvrent les yeux. Et donc, bah, petit à petit, j'ai tout partagé. Il faut savoir que quand j'ai commencé vraiment le marketing de réseau, je venais de perdre un job, et je venais d'avoir ma petite dernière. Donc, mes premiers moments au marketing de réseau, mes premières presse, mes premiers events, j'ai la petite au sein que j'ai allaitée pendant longtemps, et je démarre comme ça, et je pense qu'il y a rien à faire, on s'identifie plus facilement à une maman à la maison avec des petits bouts plutôt qu'à une femme directement entrepreneuse, directement loin, etc. Et donc voilà, petit à petit, toujours en gardant mes coups de gueule, mes coups de blues, mes réussites, essayer d'amener cette motivation aux femmes et expliquer que tout le monde peut. Et ben voilà, petit à petit de pas revoir, puis on est sur la longévité quand même, quand on sait qu'on est sur quelqu'un, on hésite un peu, est-ce que ça fonctionne vraiment? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça commence à tabasser, on se dit ouais, il y a vraiment quelque chose, ça fonctionne vraiment, il y a une évolution étant donné que je partage tout, absolument tout, une crédibilité qui se forme grâce à ça, je pense. Mais je dois beaucoup à ma commu, c'est clair, parce que je partage tout, c'est un peu la prolongation de moi en fait. Si je dois parler, c'est à eux que je parle, je dois demander un truc, c'est à eux que je demande. J'ai une vraie communauté engagée et ça compte énormément pour moi. Ce que je trouve moi dommage par rapport au marketing de réseau, c'est que les gens n'ont pas le sentiment que ça peut être leur vrai job en fait. Okay. Je pense que moi c'est vraiment ce qui m'a décidé à démarrer justement il y a 10 mois. Après, forcément, c'est le fait de faire quelque chose ensemble aussi. Et puis que c'est très rémunérateur quand tu fais les choses à fond, il faut bien se le dire aussi. Mais justement, les gens n'ont pas le sentiment que ça peut devenir leur vrai job et que tu peux devenir entrepreneur dans le marketing de réseau. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. Ouais. C'est vraiment moi ce qui m'a choqué. Et je pense qu'il m'a manqué à l'époque justement de la première presse. Je n'aurais pas commencé quoi qu'il arrive, je pense, parce que je n'étais pas prêt psychologiquement à le faire. Mais c'est ce qui m'a décidé à démarrer à fond aujourd'hui, enfin il y a 10 mois. Parce que justement, je me suis dit, ok, je peux vivre de ça. Et je peux avoir une certaine liberté qui est vachement intéressante. Toujours une façon de présenter le truc, finalement. Si on va dans une petite presse, voilà, et quelqu'un qui propose ça comme quelque chose qui fait le week-end où tu vas pouvoir faire un peu de sous à gauche à droite, c'est totalement différent de moi dans une salle avec un formateur, avec un tableau, avec vraiment des skills directement business entrepreneurial. C'est deux choses totalement différentes. Je suis sûre que si on mettait en place pas mal de gens qui ont eu l'idée que tu pouvais avoir, ou même la mienne à l'époque, dans la même configuration que quand on m'a présenté le business à moi, le game il serait différent. Ouais, d'où l'importance de
l'importance de bien traiter le business tel qu'il est, à savoir une entreprise et une opportunité de dingue. C'est un business model de dingue. D'où l'importance de ce que tu disais, Max, c'est aussi l'aspect, voilà, avoir des événements, des conventions où tu peux voir en fait que voilà, tu as des gens qui réussissent, tu as des gens qui font beaucoup d'argent avec ce type de business. Et finalement, tu peux, parce qu'il y a toujours cette image de ouais, tu gagneras jamais plus, mais en fait, on est dans le seul business où tu peux gagner plus que la personne qui t'a fait rentrer. Bien sûr. Et ça, c'est incroyable. Bien sûr. Non, là, c'est vrai que vous venez de donner énormément de valeur et j'aimerais. Il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Mais première chose, je rebondis sur ce que tu as dit là et après, je vais rebondir justement sur vos deux réponses qui sont incroyables et je pense qu'il y a une énorme valeur à partager à tout le monde. Mais tu as raison, Brian, dans le sens où on est dans une industrie qui change énormément aussi en même temps que la société change. C'est-à-dire que je pense que notamment toi, Tatiana, tu l'as vu sur les 10 dernières années. Moi, ça fait aussi presque 10 ans que je suis dans le marketing de réseau. Et il y a 10 ans, alors oui, il y avait les groupes Facebook, etc. Mais il n'y avait pas même la même portée de viralité qu'on peut avoir sur les réels aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok. Donc, c'était beaucoup plus traditionnel, le marketing de réseau. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus en fait de physique et il y avait beaucoup plus de partage. Aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie se transforme vachement en une industrie d'influence où au final, forcément, il y a une telle portée en fait où on peut récupérer tellement de visibilité que je peux totalement comprendre à un moment donné et il faut le faire, il faut avancer avec ces outils-là parce qu'à un moment donné, en un réel, tu peux avoir des centaines ou des milliers de personnes qui te contactent quand à l'époque, il fallait prendre ton téléphone portable. Par contre, là où tu as raison, Brian, c'est que les événements te donnent la vision et on dit en fait que les réseaux sociaux t'amènent les leads qui t'amènent tes premiers clients et tes premiers distributeurs, mais les événements vont venir construire tes leaders. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le marketing de réseau, donc multi-level marketing, le principe et la valeur clé et intrinsèque de ce business model, c'est d'être payé sur du multiniveau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est payé sur le travail de nos équipes qu'on va former et qui vont pouvoir, elles derrière, également faire des clients et des distributeurs. Et donc, si on n'est que sur de l'influence, on fait que de la vente, et c'est pas le business model le plus approprié pour ça. Et c'est pour ça que si par contre, on cumule ça, et comme tu dis, avec des événements, avec des conventions, les gens viennent et se disent « Ah ouais, c'est ça le marketing de réseau, en fait. » Et ça, on a tous vécu ça. « Ah ouais, c'est ça. Je peux faire ça. » Il y avait, comme là par exemple, la convention américaine, je pense que tous les speakers sur scène, on était tous, alors si c'est pas tous, je dirais 80% on était millionnaires ou multimillionnaires, mais ce qui était hyper intéressant, c'est que je dirais aussi 80% on était dans la société depuis 6 ans, 7 ans, 10 ans. Donc il y a une vraie longévité à avoir, donc tu as 100% raison là-dessus. J'aimerais revenir vraiment sur un truc là qui me marque, c'est que aujourd'hui, bien sûr, j'aurais pu faire un podcast qu'avec toi, Brian. J'aurais pu faire un podcast qu'avec toi, Tatiana, parce que vous êtes deux personnes à part entière. Mais depuis les 10 derniers mois où vous travaillez ensemble, votre business a explosé et on voit qu'il y a une vraie complémentarité. Dans le sens où il y a bien sûr ce côté professionnaliste que vous mettez en avant, qui est hyper intéressant, mais il y a aussi le côté authenticité que tu as mis en avant dans ton témoignage, Tatiana. Et donc c'est là où on voit que des fois les gens aiment quand c'est soit blanc, soit noir, mais c'est pas parce qu'on est authentique qu'on ne doit pas être professionnel et c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on ne doit pas être authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'aimerais revenir sur l'authenticité et te poser cette question, Tatiana. Est-ce que les gens peuvent se dire, si je me professionnalise, je dois peut-être, par exemple, copier Brian ou te copier toi? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Le fait de copier une attitude, professionnaliser, tu vois, souvent les gens vont se dire, c'est-à-dire il faut s'habiller très bien, il faut parler de telle manière, il faut peut-être faire attention à ces mots. Comment tu juges l'authenticité et quel serait le conseil que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui souhaitent se professionnaliser et qui ne doivent pas perdre leur authenticité? C'est toujours une question d'équilibre. Je pense qu'en tant que leader, on a ouvert la voie, on a traversé les tempêtes, on a rencontré les soucis qu'ils vont rencontrer, donc il faut se capter sur les skills de base en tout cas. Je pense qu'il y a vraiment un chemin tout tracé, mais il faut pas pour autant copier. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'aurais du mal, tout simplement parce que si ce n'est pas toi, ça va dénoter. On va un peu se poser la question du tiens, qu'est-ce qui se passe, ça ne lui ressemble pas. Cependant, les gens changent. Évidemment, les gens changent, donc si tu veux obtenir, ça c'est la phrase que je répète souvent, si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait et forcément devenir quelqu'un que tu n'es pas. Donc il va falloir changer, rester, je pense, en accord avec certaines valeurs. Après, j'ai vraiment du mal toujours avec ce terme copier. Il faut rester coachable, donc être prêt à entendre ce que nos leaders nous donnent comme info. Et je pense que un bon leader ne va pas te donner vraiment un truc de A à Z pour te transformer d'un coup. L'évolution, ça peut arriver un peu plus crescendo et rester qui on est, mais dans les bases et les skills de ce qu'est un leader, ce qu'il fait, ce qu'on peut faire dans le business, une certaine attitude, pas du copier
copier-coller, évidemment, parce que l'important aussi, je pense, c'est de se démarquer. Bon, ça aussi que voilà, des distributrices dans l'entreprise, il y en a plein. Je sais que j'ai tendance à avoir ce magnétisme peut-être un peu plus fort, justement, parce que je suis moi, parce que je ne montre pas que ce qui fonctionne bien. Je me montre dans des moments de faiblesse, dans des moments de pleurs, dans des moments de doute, de larmes, ce que très peu font. Ouais. Donc, 100% copier, non. Par contre, garder son niveau d'enseignabilité élevé et garder sa coachabilité, être prêt à changer, parce qu'il va falloir s'adapter, en tout cas, Ouais. mais pas pour autant se transformer, ou en tout cas pas tout de suite. Ouais. Sauf si, par exemple, lui, ça a été très très vite. Après, je C'était pense... redécouvert très très rapidement, je Ouais, trouve. je pense qu'après, c'est aussi lié à qui tu es vraiment en profondeur, intrinsèquement. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, alors oui, tu peux être copié. Je dirais plutôt, c'est pas copier, c'est plutôt imiter. C'est différent. Je pense que tu peux être imité, mais tu dois avoir pleinement conscience de qui tu es quand tu débutes. Par exemple, je prends une nouvelle recrue, je dis toujours, vas-y, qui es-tu? Regarde-toi dans un miroir, tu te dis, parle-toi et dis-toi, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé? Est-ce que c'est juste parce que tu trouves qu'on est inspirant et que tu as envie d'avoir la même vie que nous? Ou alors, est-ce que c'est parce que tu vas atteindre tes objectifs à toi? Et si c'est la première réponse, moi, je ne suis pas super OK avec ça. Parce que, alors certes, c'est bien, c'est intéressant d'être inspirant, bien entendu, mais il faut prendre ce qu'on a à donner en termes d'inspiration, mais tu dois l'appliquer pour toi-même et pour qui tu es et pourquoi tu commences toi. C'est avoir vraiment ton pourquoi. Et si tu n'arrives déjà pas à te dire pourquoi, savoir qui tu es, ça reste très compliqué. Tu peux dupliquer, mais je pense que ça ne durera pas sur des années parce que tu ne seras pas toi-même et au final, tu vas un jour retomber dans tes travers et ça ne durera pas dans le temps. Okay. Moi, je pense que j'ai réussi à changer parce que T'as pas changé, finalement, j'ai pas t'es changé. révélé. J'ai découvert qui j'étais réellement. Okay. Comme je l'ai dit au tout début, question d'entourage, question d'avoir quelqu'un à côté de moi tous les jours qui m'a boosté, qui m'a secoué, qui m'a remis et qui m'a dit en fait, tu te rends pas compte, mais tu es ça, tu es ça, tu es ça, mais tu le sais pas. Ouais. Et en fait, je le savais par exemple que quand j'étais à la police, quand j'étais dans mon milieu professionnel avant, je savais que j'avais certaines qualités, que ce soit du leadership, que ce soit d'être quelqu'un qui a de l'impact, de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir expliquer les choses correctement. Tout ça, c'est des qualités que je savais que j'avais intrinsèquement. Ouais. Mais par contre, elles n'étaient jamais révélées dans mon privé parce que je n'étais pas bien entouré. Aussi bien par mon ex-femme que par mes parents. Et c'est des personnes que je ne vois plus aujourd'hui. Et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que pour te révéler, elle le dit, tu dois changer les choses. Ouais. Tu dois devenir une personne nouvelle. Ok. Ouais, pareil, j'ai encore plein de questions. Non, mais parce qu'en fait, à chaque chose, on pourrait partir sur un sujet qui est hyper intéressant et qui est tellement puissant. C'est-à-dire que là, on parle de se connaître. Tu viens de parler aussi justement de la force de l'environnement. Tu viens de parler aussi des décisions. C'est-à-dire, on en parlait notamment ce matin, choisir, c'est renoncer. Donc, il y a beaucoup de sujets. Je vais rebondir du coup sur le premier sujet. Alors, ce n'est pas une question piège, mais c'est une question qui n'est pas évidente. Est-ce qu'on peut se connaître rapidement ? Est-ce que ça prend du temps? Qu'est-ce qu'on dirait à toutes ces personnes qui peuvent avoir des doutes sur elles-mêmes parce que, en vous écoutant, et ce qui est normal, elles peuvent se poser la question, mais est-ce que je me connais vraiment? Et est-ce qu'on peut se connaître en seulement quelques jours? Et voilà, quelle serait votre réponse à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de dire que tu peux réellement te connaître quand tu as connu des situations difficiles. Et quand cette situation difficile est derrière toi, tu peux te poser sur cette situation et te dire, OK, j'ai réagi comment face à ça? Qu'est-ce que j'ai fait quand ça s'est passé comme ça? Okay. Et là, tu peux te dire, OK, peut-être qu'à l'époque, tu n'as pas réagi de façon optimale. Mais quand tu arrives à avoir le recul de te dire, en fait, j'aurais dû réagir comme ça, bah, tu sais que pour la prochaine situation difficile, tu vas pouvoir repenser à la façon dont tu as réfléchi quand tu as vécu ton échec précédent ou quand tu as vécu ta situation difficile précédente. Et donc, tu peux mettre en application. Donc, en fait, changer, ce n'est pas une question de temps. Pour moi, c'est une question d'épreuve de la vie. Ok, génial. Et toi, Tat? Ouais, je vais rebondir sur ce qu'il dit aussi parce que ça reste quand même, c'est un déclic, ok, des épreuves, mais on est toujours un peu rattrapé par ce passé. Moi, je sais que ça fait longtemps, depuis que j'ai commencé le marketing des réseaux, que je sais qui je suis, ce que je veux être, ce que je veux faire. J'ai toujours dénoté dans la famille, par exemple. J'ai toujours été un petit canard. J'ai toujours été celle qui a été critiquée, tu verras. Après, j'ai cette force de caractère de par les épreuves, mais quand j'étais encore plus jeune, dans ma plus tendre enfance, qui m'ont forgé. Et c'est vrai qu'à plusieurs fois, et je suis étonnée qu'il l'ait pas dit parce qu'il dit toujours qu'il a une vie avant et après moi et il était sur sa route. Ouais, vraiment. Mais il me dit tout le temps. Je dis, en fait, j'avais ma route, on va dire, ma main gauche, c'est ma route, ma vie d'avant. Et j'ai l'impression que depuis que je l'ai rencontrée, il y a quelqu'un qui m'a pris, qui m'a tapé sur cette route-là. Et depuis que je suis avec elle, en fait, tout se passe bien dans ma vie. Et pourtant, j'ai vécu encore des choses difficiles depuis que je suis avec elle. Mais rien ne peut m'atteindre. Franchement, il peut arriver n'importe quoi. Je suis OK parce que je suis bien dans ce que je fais professionnellement. Et puis surtout parce que je suis bien dans ma vie et que je sais qu'à la moindre difficulté, j'ai une épaule. C'est comique parce que j'ai rien fait pour ça. Je t'ai juste aidé
et rappeler et conforter dans l'idée de qui tu es et que tu prennes confiance en ça et que c'est OK. Toujours une question d'environnement. Celui qu'il était avant était cloisonné parce qu'il était dans un environnement où c'était pas bien, c'est pas comme ça, on fait pas ça. Ouais. Moi, ce que je n'avais pas, parce que j'ai toujours été très solitaire, j'ai que mon papa, donc voilà, et lui pas. Et donc en fait, au début, je disais oh mais je peux faire ça, je peux être, je dis mais tu peux être qui tu veux en fait. Il était un petit peu choqué. Je dis mais tu es comme ça, tu es Ouais, cette bien sûr. personne-là. Alors, il s'étonne de ses premiers succès. Il dit ah mais je sais faire ça, j'ai fait ça. Je dis mais oui, mais Ce qui tu est l'es. dingue, ce qui est dingue, c'est par exemple, si on repense à la convention, je repense à ce que Eric Worre disait hier, ou même d'autres, quand j'entends des calls de Anthony Napolitano, par exemple, de tiens. Et en fait, ça me fait rire parce que parfois, j'ai même pas encore assez conscience de l'impact que je peux avoir sur les gens. Parce que, par exemple, quand les gens assistent à tes calls, après, ils disent, dans les groupes, ça dit, en fait, c'est ce que tu nous dis depuis le début, c'est ce que tu nous dis toujours. Et en fait, je me sens fier parce que forcément, je suis comparé à des personnes qui ont beaucoup plus de réussite que moi aujourd'hui. Et donc, sincèrement, c'est hyper impactant pour moi. Et c'est vrai que parfois, j'ai encore ce truc où je me dis, en Il fait, est étonné. je suis vraiment comme ça. J'ai l'image là, tu dis, on est aux États-Unis, je me vois, j'étais dans la Mustang qu'on a louée, tu vois. Alors, ouais, c'est qu'une Mustang, mais moi, j'étais là dans ma Mustang en train de faire des boutiques. C'est incroyable pour moi, tu vois. Franchement, je suis même un peu ému en le disant. Toi, c'est vraiment, pour moi, c'est incroyable et c'est le changement de vie aussi bien personnellement que professionnellement. Incroyable, incroyable. Ah, génial. On va parler de l'environnement, parce que de toute façon, ça va être un gros sujet. Je vais juste avant ça parler et donner un peu mon point de vue aussi sur est-ce que ça met du temps avant de se connaître, parce que je pense que c'est une grande question qui est très importante. Et je pense que parfois, les gens aussi prennent des décisions beaucoup trop axées sur le court terme et ne se laissent pas assez de temps. Mais moi, je me rappelle que quand j'ai démarré à 18 ans, par exemple, donc j'ai eu forcément une situation à l'adolescence qui était un petit peu compliquée avec mon passif de sportif, etc. Et tous les problèmes dans les hôpitaux. Et en fait, il faut comprendre que la vie est un jeu de balance au final. C'est-à-dire que souvent, par exemple, des gens qui ont manqué cruellement d'amour dans leur enfance ou de reconnaissance, ils sont en recherche d'amour et de reconnaissance plus tard. On peut voir par exemple des gens qui ont vécu vraiment dans des familles très aimantes, très équilibrées. Généralement, il n'y a pas ce besoin-là en étant adulte. Et en fait, c'est des jeux de balance et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est hyper enrichissant vraiment ce que tu as dit, Brian, c'est que par le fait de vivre des moments difficiles aussi, tu es capable de te connaître en fonction de différents moments de ta vie et après, en fait, d'avoir la conscience de comment tu vas te rééquilibrer pour plus tard. Mais moi, je me rappelle qu'à 18 ans, quand j'ai démarré le marketing de réseau, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, même qui vont nous écouter ou c'est comme ça, moi, c'était quête de reconnaissance à fond. Pourquoi ? Parce que vu que j'avais eu cet échec vraiment qui était devenu comme un sujet tabou, en vérité, j'ai vu le marketing de réseau, comme vous voyez, vous l'avez vu de toute façon, mais vous le voyez au quotidien quand vous montez sur des scènes, etc. Le truc d'avoir de la reconnaissance, des applaudissements, devenir quelque part un peu, tu as un peu cette impression où tu deviens un peu une star dans le marketing de réseau en fait, en vérité. Alors bon, star bien sûr entre guillemets, puisque on est des gens totalement normaux et ça n'est qu'une impression. Mais ça a été vraiment ce que j'ai voulu aller chercher et avec cet objectif à 23 ans, devenir millionnaire. Et je me rappellerai toujours que le jour où je l'ai été à 23 ans, je me suis levé dans la nuit, vraiment comme ça sur mon lit et je me suis dit ok, maintenant tu l'es et qu'est-ce qui change ? Rien. Pouf. Et là, j'ai pris une claque à me dire, en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, c'était pas juste l'argent que je voulais, c'était pas juste la reconnaissance, mais c'était le fait d'avoir le choix. Le choix de je veux acheter ça, je peux acheter, je veux pas acheter ça, je peux ne pas l'acheter, je décide de ne pas l'acheter, je veux faire ça, je veux ne pas faire ça, je peux le faire, je décide en fait. Et là, j'ai commencé à rechanger en fait et à partir, vous voyez, sur autre chose. Et 10 ans après, par exemple, alors bien sûr, la reconnaissance peut faire toujours plaisir et autres, mais c'est plus du tout en fait quelque chose qui m'anime, bien au contraire, parce que je pense qu'il y a eu ce rééquilibre qui a été fait. Et en fait, ce que je veux expliquer là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent le marketing de réseau. Et quand tu démarres quelque chose de nouveau, c'est que tu as un manque. Quoi qu'on en dise, c'est comme ça. Tu démarres le sport, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne te va pas, soit sur ta silhouette, soit sur ta santé. Donc tu démarres le marketing de réseau, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux changer. Donc il y a en fait quelque part cette balance qui n'est pas équilibrée. Et des fois, les gens arrivent, c'est pour ça qu'ils se comparent un peu partout, ils se cherchent, ils se disent oh mais peut-être que là je suis pas aligné ou je dois pas le faire, mais parce qu'en fait ils doivent aussi se laisser le temps, comme vous l'avez dit, de se trouver, de vivre des moments de la vie. Et c'est pour ça que je dis toujours, si vous démarrez le marketing de réseau, ayez cette vision sur 5, 10, 15 ans, parce que c'est pas juste le temps que ça va prendre pour avoir des résultats, mais c'est aussi le temps que ça va prendre pour apprendre à vous connaître, bien sûr développer les compétences nécessaires dans cette profession pour avoir du résultat. Mais ça peut être vite, parce que comme tu dis, peut-être que tu avais ces trucs intrinsèquement et ça s'est révélé. Et il y a des gens où ça peut être plus long et c'est OK.
Bien sûr. C'est complètement OK. Bien sûr, mais je pense que ça me fait penser à, je crois que c'est Rakan qui a dit hier ça, sur scène, qu'il a signé personne pendant 1 an. Ouais, Ouais, c'est ça. Et on voit où il est aujourd'hui. incroyable. C'est incroyable, en effet. Et ça, c'est des histoires aussi qu'on doit mettre en avant parce qu'à chaque fois, les gens se disent si j'ai pas de résultat là dans les 3 mois, j'arrête. Ou alors je teste 1 mois. Ça, c'est horrible, le mot de tester. La vie, tu ne testes pas. Je vais tester ma relation de couple. Teste-la pas, ça marche pas comme ça. Mais vraiment super enrichissant et j'aimerais du coup, si vous le voulez bien, en fait, partir sur le sujet de l'environnement. Aujourd'hui, vous développez un business en couple. On voit que vraiment vous êtes, quand je dis magnifique, c'est que vous faites une fusion qui est vraiment assez incroyable. Et en fait, quel a été l'impact de l'autre sur soi ? Comment est-ce que vous voyez vraiment l'importance en fait vraiment de votre couple, même dans votre vie, bien sûr personnelle mais professionnelle, les retombées positives que ça a eu et le conseil que vous aimeriez donner aux gens sur l'importance de, quand on dit son environnement, c'est l'environnement le plus proche. Parfois sa femme, son mari, les parents, les enfants. Et moi, je vais choquer si je parle de ça. Et lui aussi, mais moi, je suis capable de tout abandonner et de renier toute personne qui me nuit vraiment. Lien du sang, lien ça fait 10 ans, lien sincèrement. Hein. Alors il y a la différence bien sûr, il y a les gens qui vont essayer de nous freiner parfois par bienveillance. Ouais. Attention ceci cela voilà. Ça peut durer mais ça doit durer un temps. Je pense qu'arrivé un moment on doit dire écoute là OK, j'ai compris, merci, si ça continue, moi ça dégage. C'est sincèrement et d'ailleurs on est tout seul. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange parce que moi par exemple, tu parlais aussi d'une famille aimante et de la balance etc. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu l'impression manquer d'amour ou de jamais manquer de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que quand j'avais des discussions, par exemple, je reviens sur le fait que j'ai été à la police et je dis toujours, mes parents m'ont dit ouais, tu peux pas arrêter la police, c'est n'importe quoi, c'est honteux, tu as une place à l'État, tu vas faire tes 2500, 3000 euros par mois, c'est bien. Certes, si tu compares à la moyenne, c'est bien. Mais en fait, il y a plus. Et je dis toujours, et là je vais choquer aussi, et s'ils ont le bonheur ou le bonheur de voir ce podcast, mais tant pis pour eux, mais si je prends leur situation aujourd'hui, et je vais le dire vulgairement, elle est éclatée. Ils n'ont rien de plus, ils partent en vacances une fois l'année, ils sont contents, ils ont 50 euros sur leur compte à la fin du mois, ils sont contents, mais c'est pas la vie en fait. Enfin, c'est pas la vie que moi je veux pour moi en tout cas. C'est la vie, les gens peuvent être heureux avec ça, bien entendu. Mais ne retiens pas les gens. Envie et besoin de plus, et finalement, même quand j'en parlais, on m'a pas poussé, on m'a pas encouragé, on m'a pas dit ok c'est faisable, vas-y, fais quelque chose. C'est vraiment me garder avec eux parce que pour eux c'est leur norme et que c'est une sortie de zone de confort que eux ne sont pas prêts à accepter. Ouais. À un tel point que quand tu as changé de niveau de vie, quand on s'est mis ensemble et que tu as commencé aussi à avoir des résultats de dingue, il y a eu une fracture totale. Ouais, on en est au point où on est ensemble depuis 10 mois, je pense que c'est blackout depuis 8 mois. Hein. Moi, j'ai plus de nouvelles de personne, je parle à plus personne. Mais après, c'est aussi ma décision. C'est ma décision. Et je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très à l'aise avec ça, très en paix, parce que j'ai jamais été aussi heureux. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, question d'entourage. J'ai jamais eu porté attention à tout ça avant. Ta nouvelle vie contre ton ancienne. Je me dis vraiment, l'entourage, pour moi, c'est la clé de ta réussite finalement. Ouais. Tu peux être qui tu veux, intrinsèquement, tu peux avoir les valeurs que tu veux, l'ambition que tu veux. Si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi qui va un minimum te conforter, tu dois alors être vraiment hyper puissant mentalement et psychologiquement pour y arriver vraiment tout seul et pour sortir des habitudes qu'on t'a construites parce que tu as été éduqué d'une certaine façon. Tu parlais tantôt par exemple d'éducation financière, au final c'est le même parallèle. Tu as des habitudes financières parce que tes grands-parents avaient des habitudes financières, parce que tes parents ont des habitudes financières, mais finalement, elles sont plus adaptables au monde actuel. Oui, bien sûr. On dit toujours, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Les gens prennent ça un peu à la rigolade, ou en tout cas pas assez au sérieux à mon sens, mais c'est incroyablement fort et réel. C'est incroyablement fort, et c'est peut-être une des choses les plus dures à réaliser. Parce que la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, on va toujours penser bien sûr à cette citation, vous savez, est-ce que ces 5 personnes vous tirent vers le haut, ces 5 personnes sont ambitieuses, ces 5 personnes vous permettent de vous révéler, de devenir une meilleure version de vous-même, ou est-ce qu'elles vous tirent vers le bas ? Et par exemple, il y a un exercice en fait qui est très simple, même pour tout le monde, c'est tu mets un plus dès que c'est des gens qui te tirent vers le haut et un moins, en fait, si aujourd'hui ces gens te tirent vers le bas. Et donc sur 5, tu es sur un chiffre impair, tu vas tout de suite savoir si aujourd'hui tu es sur un environnement qui est positif ou négatif. La difficulté là-dedans, c'est les émotions et l'amour. C'est que bien sûr, dans les 5, généralement, et il y a des gens qui vont nous écouter, il peut y avoir les parents, les enfants, les meilleurs amis, les amis. Et là, quand il y a de l'amour, il y a de l'amitié forte, il y a de l'émotionnel. Et donc, c'est ce qui fait que c'est dur. Et déjà, je vous remercie pour votre transparence, parce qu'on vit dans une société où maintenant on est encodé et on n'ose plus dire les choses parce que ça choque. Et de dire aujourd'hui, j'ai été capable
de tout sacrifier au final, c'est fort. Alors, je peux temporiser ça, et on peut tous temporiser ça d'une manière où je pense que ça demande une certaine confiance en soi, une certaine expérience. Par exemple, toi, Tatiana, 10 ans en marketing de réseau, je ne sais pas si tu as pu le faire, par exemple, dès tes premières années, tu vois. Ça a pris un peu de temps. On va dire que c'était crescendo dans le sens où j'ai commencé par un environnement un peu moins proche et j'en suis arrivée à... j'ai ma meilleure amie, j'ai mon père et encore, on se voit pas tous les jours, on s'appelle pas tous les jours. On est à deux dans une énergie dans laquelle personne ne peut nous suivre. Et voilà. Donc, c'est un process qui, pour certains, attention, certains profils, hein, peut-être comme toi, Ryan, ou des gens sûrs d'eux, des gens assez catégoriques. Hein, il y a des profils qui sont plus radicaux, si je peux le dire, en fait, comme ça que d'autres. Ça peut aller plus vite. Il y a des gens, ça met du temps. Donc, c'est pour ça que s'il n'y a pas de vérité commune pour tout le monde. Maintenant, je vous remercie parce que, vous savez, dans le marketing de réseau et dans l'entrepreneuriat, quand on entend des propos comme ça pourrait être pris. Ça pourrait être pris comme, vous savez, dans le marketing de réseau, ils mettent les gens dans des sectes. Attention, non, mais c'est vrai. C'est vrai, même c'est vrai. dans plein de business models ou de cercles entrepreneuriaux où on va venir dire, attention, ils essayent vraiment de couper le lien avec la famille, couper le lien avec les amis, etc. Alors bien sûr, c'est les médias, comme on entend des conneries partout aujourd'hui, notamment actuellement sur la situation économique, sur la politique en général, sur la situation globale, et on ne va pas y revenir. Mais c'est une vérité. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup éduqué sur les 10 dernières années. Je fais très attention à qui est-ce que j'écoute. Et il y a un truc, vous savez, qui est revenu à chaque fois. Et c'est à chaque fois une question qu'on a posée à X milliardaires différents. C'est quel est le conseil, en fait, que vous donneriez à des gens pour avoir énormément de succès et maintenir ce succès à très long terme? Alors, moi, les interviews que je regardais, c'était des hommes, dans la globalité. C'était à chaque fois la même réponse. La même réponse, c'est « ayez la bonne femme ». Et c'est fou ça, parce que ta femme, ton homme, au final, c'est ton cercle d'environnement qui est le plus proche, ta personne numéro 1. Et je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter, et pareil, c'est dur, parce qu'encore une fois, son homme, on peut l'aimer, sa femme, on peut l'aimer, ses parents, on peut les aimer, ses meilleurs amis, on peut les aimer. Mais combien de fois j'ai la question, et je suis sûr que vous l'avez aussi, comment est-ce que tu fais quand ta femme ne te tire pas vers le haut? Comment est-ce que tu fais quand ta femme ne croit pas en toi? Comment est-ce que tu fais quand ton mari ne veut pas entendre ne serait-ce qu'un mot de ce que tu fais? Et évolue pas. Pas, en fait. Voilà. Et c'est dur parce que tu peux pas, et je pense que vous avez vécu ça, tu peux pas, à un moment donné, il y a tellement autour, il peut y avoir une famille, des enfants, et c'est très dur de conseiller parce qu'en fait, entre guillemets, qui sommes-nous pour conseiller? Dans le sens où, pareil, il n'y a pas que le business dans la vie, il y a aussi des gens qui décident de ne plus évoluer pour maintenir ce qu'ils ont, je veux dire, et c'est complètement OK. Mais là, si on se concentre sur l'aspect business et entrepreneuriat, pour aller à un niveau très important ou pour changer de vie, ton environnement, il est plus que fondamental. Bien sûr. T'es obligé. Pour ça, comme dans tout, tu veux exceller dans le foot, si tu joues avec une équipe de pied gauche, tu iras pas loin, quoi. Il faut t'entourer des meilleurs. Surtout quand tu es H24 avec la personne. Ça peut totalement transformer ta vie et être constamment avec quelqu'un qui est négatif ou qui ne croit pas en toi, ça te plante des graines dans le cerveau, ça peut te détruire comme ça peut te faire exploser dans le sens positif. Pour moi, par exemple, c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est un peu l'image. Par exemple, moi, je veux allumer un feu, j'étais le bois, j'étais l'essence sur le bois, mais c'est l'allumette. C'est l'allumette, c'est ce qui a permis en fait que je conscientise réellement que j'ai toutes ces qualités et ces capacités qui finalement sont avérées aujourd'hui. Parce que finalement, c'est pas juste que je pensais que j'étais, c'est que j'étais réellement parce que j'ai pu le prouver, le mettre en application. Et ça, honnêtement, je ne peux que le dire et je le répéterai jusqu'au bout, pour le reste de ma vie. C'est elle a réellement été l'élément déclencheur qui fait qui je suis aujourd'hui, en tout cas que j'ai pu être qui je suis aujourd'hui. Ça peut être dans les deux sens parce que moi j'ai aussi ce côté où je vais le pousser, je vais le booster, on va vraiment faire des super trucs. Et lui c'est l'inverse, il va m'aider à me structurer, à me canaliser, à me rassurer. J'ai vite peur un peu de tout de par ce qui a pu se passer dernièrement aussi. Et c'est ma sécurité. Voilà. Je suis en sécurité, je sais que quoi qu'il se passe, ça se passera bien. Si je dois aller là, je dois aller là, même si je passe par là. À partir du moment où il est là, je sais que ça se passera bien parce que je suis son petit coup de boost et il est ma sécurité. Donc, on a une complémentarité de dingue. Incroyable. Quoi qu'il se passe, si moi je vrille, il va wow. Et puis, si lui, il a un petit coup un peu moins, allez hop, c'est un truc de fou. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment opposé total, mais tellement complémentaire. Deux pièces de puzzle. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on réussit dans le business. C'est parce que justement, j'ai les qualités, peut-être qu'elle n'a pas, mais elle a les qualités que moi, je n'ai pas. Et c'est une complémentarité dingue à nous deux.
Et on peut se dire les choses je aussi. sais, bien sûr. Parce que bien sûr. c'est bien Honnêteté question. totale, transparence On peut se totale. parler. Je vais lui dire les choses, même si ça doit piquer. On a une communication tellement incroyable. C'est super important la communication, que ce soit dans le business ou dans le perso, où je dois pouvoir entendre tout ce qu'il va me dire. Je vais devoir pouvoir lui dire tout ce que j'ai à lui dire et à pas directement rester sur nos positions. Je sais que s'il me le dit, c'est qu'il y a une raison et comprendre le pourquoi du comment j'ai pu faire ça, dire ça ou être comme ça. Et de là, on ajuste et on s'élève comme ça, tac, tac, tac. C'est vraiment, au quotidien, c'est une expérience de dingue. J'ai jamais vu que ça de ma vie et franchement, je le souhaite à tout le monde parce que c'est vraiment une expérience particulière. Génial. En tout cas, je vous remercie. J'aimerais vous poser une question qui est intrinsèquement liée, où on va parler vraiment maintenant de comment ça se passe en fait de votre balance entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est-à-dire une question certainement que beaucoup de gens se posent. Est-ce que quand on travaille ensemble, je veux dire en tant que couple, on arrive à avoir une bonne balance entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle? Je pense que notre business, c'est tellement notre bébé, notre façon, presque raison de vivre pour construire notre avenir ensemble qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Le fait d'être H24 ensemble, notre vie perso est dans notre vie pro. Qu'on soit au bureau, qu'on soit en train de lire, qu'on soit en train de faire du dev perso, qu'on soit en train de regarder des documentaires, qu'on soit en train de leader les équipes, de nous former, d'être sur les calls. Il y a un échange constant qui fait que certains pourraient dire « Ouais, mais non, être avec ton homme H24 tout le temps, tu bosses, ça ne dérange absolument pas. » On adore tellement ce qu'on fait, en fait, tu vois, c'est ça aussi. On est animé par le boulot, tu sais, on va se coucher, on est dans le lit et on parle boulot. On se dit, ouais, il faudrait qu'on mette ça en place pour les équipes, il faudrait qu'on pense à mettre cette stratégie-là en place, il faudrait qu'on contacte telle personne pour mettre ça en place. Et en fait, c'est naturel et ça ne nous épuise pas, ça ne nous fatigue pas psychologiquement. On fait quelque chose qu'on aime. Donc forcément, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'as pas l'impression de bosser. Ouais. Donc l'équilibre, il se fait naturellement, en fait. C'est juste qu'on met forcément des moments avec les enfants, des moments pour le sport, des moments pour des activités en dehors du boulot. Mais sinon, c'est un équilibre qui se fait hyper naturellement. On ne se dit pas, oh tiens, il faudrait lever le pied. Et puis, encore une fois, comme on bosse ensemble, si même on se dit, ok, on partirait bien un week-end là, mais c'est pas grave, on prend juste notre PC, on bosse là où on est et on bosse ensemble. Donc, il y a aussi des fois où il est un peu plus en pétage de plomb, où moi je sature un peu, et c'est toujours cette question de putain de liberté, d'avoir le choix. S'il sent que je vrille ou que je sens qu'il vrille, et ça nous est arrivé il y a 15 jours, il est rentré, il m'a dit, là j'en peux plus. J'ai dit, tu sais quoi, pas de souci. On prévient, hop, clac, fais ton sac, et on s'est barré 2 jours à l'hôtel. Alors, on n'arrête jamais totalement, parce qu'on est tellement transcendé par ça que toujours une forme de contenu, on n'abandonne pas les équipes évidemment, mais cette liberté de pouvoir dire, ah ok, on a fait X heures, X jours d'affilée, mais là on a besoin d'un break à 2. Break à 2. Ça ne nous empêche pas malgré tout. C'est break, mais finalement ce soir-là il y avait un call parce qu'il y avait 2 filles de l'équipe qui avaient organisé un petit challenge, etc. Je devais participer au call, voilà. PC dans la chambre d'hôtel, on fait le call, et puis c'est pas grave, on va faire notre petit resto derrière. Donc c'est ça en fait qui est vraiment top, et qui finalement, après nous, on est tellement fusionnel, mais dans l'aspect positif du fusionnel, parce qu'il y a l'aspect toxique, mais il y a l'aspect vraiment positif du fusionnel quand tu rencontres vraiment une personne avec qui ça match sur tous les points. On est tellement fusionnel que l'équilibre est hyper simple, ça se met naturellement. En fait, on ne doit même pas discuter, se dire, on planifie presque pas finalement, parce que tout se fait naturellement. Avec les enfants, pareil, on est là le matin pour la sortie d'école, le midi, elles veulent rentrer, elles peuvent rentrer manger avec nous. À 15h30, il n'y a pas de garderie, elles sont là direct. Donc on n'a pas vraiment besoin de ces moments en famille où on souffle, parce que la vie fait que... Alors évidemment, on le fait, mais vous êtes ensemble. On est toujours ensemble, même avec les filles, en dehors de l'école. Ce qui est aussi important, c'est que forcément, il y a le contraste de 10 mois, 10 ans. Mais il y a un truc qu'on a tous les deux, c'est la dalle et l'ambition. On est ambitieux, mais terriblement. Et moi, au-delà de ça, 10 mois, 10 ans, 10 ans, pardon, mais c'est que moi, j'ai l'énergie aussi. Exactement, bien sûr. J'ai l'énergie et j'ai envie de tout arracher. Et l'énergie se transcende. Donc, et forcément, je deviens déjà un vieux de la vieille, comme on dit, tu sais, 10 ans de 10 ans de bouteille, on commence à se fatiguer un peu. Moi, je me rappelle à 18 piges, j'étais le petit jeune de l'industrie, et bon, je suis toujours jeune, mais 28 et ça fait 10 ans. Donc, bien sûr que le plus dur, on dit toujours que à tes tout débuts, tu as l'énergie à foison, mais tu n'as pas les connaissances et les compétences. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens dans le marketing de réseau, d'ailleurs, c'est un fait, ont plus de résultats à leur début qu'après plusieurs années. Les gens peuvent se dire « Ah bon, mais pourquoi ?» Alors, je vous rassure, bien sûr, aussi pour tout le monde, ceux qui bâtissent des grandes carrières, le but, c'est d'avoir les revenus qui montent. Mais pourquoi ça peut arriver? C'est parce que des gens ne travaillent pas sur leur énergie.
Et le marketing de réseau, c'est parler aux gens, c'est transmettre, c'est apporter de la vision. Et c'est vrai que j'imagine qu'il peut apporter aussi beaucoup d'énergie qui, couplée à l'expérience, fait que là aussi, vos résultats tous les deux sur les 10 derniers mois sont... C'est exactement sont ça. Il vient de découvrir le business, donc il s'est rendu compte. Il me disait au début, je suis au bureau, à la maison, ma machine à café, toi à côté. Je fais exactement le même taf que ce que je faisais avant, donc quand il faisait comme commercial. Je dois pas bouger, j'ai pas la voiture, je suis chez moi, je suis vachement mieux payé. Et donc il a l'énergie d'un gamin à Disneyland. Et moi, je suis là derrière pour dire, OK, garde ton énergie et tu canalises sur ça, ça, ça. Et moi, ça m'apporte aussi ce petit regain de... C'est énorme. Ça fait jackpot, vraiment. J'ai une question pour vous et je rebondis parce que certainement que c'est aussi une question que les gens peuvent se poser. En vous écoutant, on sent vraiment la passion, on sent que vous aimez ce que vous faites. Et encore une fois, c'est ce qui fait que vous êtes en train de bâtir des équipes incroyables. Mais les gens pourraient se poser la question, mais alors OK, ils sont fusionnels, il y a cette balance constante, mais est-ce qu'ils font d'autres choses? Est-ce que vraiment, je veux dire, est-ce qu'ils ont des enfants? Et oui, vous avez des enfants. Brian, tu vas au sport tous les jours, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez vos activités personnelles, vous prenez du temps, donc il n'y a pas besoin de ne pas avoir de famille, de tout sacrifier et d'être juste full-time dans le marketing de réseau. Et en fait, en vérité, on peut avoir tout ça autour et pour autant quand même avoir des résultats. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire un petit peu là-dessus aussi sur le en-dehors aussi de cette vie professionnelle Vous avez, j'imagine, beaucoup de choses aussi à côté quand même. Beaucoup de sport, l'équitation, c'est vrai que... Mais après, encore une fois, on est dans un business tellement simple, j'ai envie de dire, dans le déroulé. Moi, je me vois encore, il y a des fois, je suis en voiture au téléphone pendant que je vais à la salle et je suis en train de closer des gens. Je suis à la salle, je reçois un message, tiens, moi, je suis une réponse de quelqu'un qui est intéressé, bah, OK. 2-3 messages entre les séries, puis je suis à la salle, je close les gars de la salle, je vais leur parler du business. Et en fait, moi, je dis toujours, ma vie est rythmée par le business. Je pense business, je mange business, je dors business. Parce qu'en fait, le business dans lequel on est complémentaire à toutes les choses agréables de la vie. Tu peux être en voyage, tu peux parler du business, tu peux être dans un taxi avec le chauffeur, tu peux lui parler du business, tu peux prendre un avion, tu peux parler du business. Donc finalement, même quand tu kiffes ta vie, tu peux faire du business. Bien sûr. Et puis à côté de ça, c'est tellement simple dans cette création de bâtir, parce qu'au final, le marketing de réseau, c'est exposer des gens à une information, c'est parler que... Alors, il y a toujours la différence entre quelqu'un qui va bosser 1 heure sur son tel, mais qui va bosser, qui va faire vraiment ce qu'on a dans le jargon les AGR, les actions génératrices de revenus, et cette personne qui va dire j'ai bossé pendant 3 heures, mais elle a scrollé à moitié, donc voilà. À partir du moment où avec l'expérience, on arrive à avoir ce condensé de ce qu'on a besoin de faire, on va faire en 1 heure ce qu'on faisait avant en 3-4 heures, et donc ça libère du temps, ça libère l'esprit parce que tu sais que c'est OK, t'as planifié, t'es structuré, tu sais que ce que tu avais à faire est fait, et bien évidemment, on ne fait pas que ça, même si, peut-être pas tout le monde, mais nous, en tout cas, c'est vrai qu'on a tendance à être en mode business H24 ou presque. Vrai. Par exemple, moi, j'ai mes enfants à moi 1 week-end sur 2, mais je sais que le week-end où ils sont là, après, je bosse un petit peu moins. Mais par exemple, je sais que si j'ai des choses importantes à faire, des calls à faire ou autre, voilà, je vais dans un parc, ils jouent à plein de jeux, moi, je suis sur mon téléphone, sur l'iPad et je fais mon call. C'est tellement adaptable et c'est ça, en fait, que les gens doivent aussi comprendre. Après, on a aussi quelque chose qui est très qualitatif, qui s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est hyper important. Je compare toujours et je veux critiquer personne, mais forcément, par exemple, si tu vas prendre Herbalife ou Tupperware, voilà, le champ d'action est moins large parce que, par exemple, si on prend Herbalife, tu peux trouver des produits similaires en grande surface, en magasin, par exemple. Ici, ce qu'on propose, pour trouver l'équivalent, c'est très compliqué. Et donc, ça veut dire que partout où tu vas, quoi que tu fasses dans ta vie, avec qui que tu sois, tu peux en parler à quelqu'un. Bien sûr. Et donc, c'est dingue. Bien sûr. On dit que le marketing de réseau est une vie sociale rémunérée. Et c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux faire du marketing de réseau en fait dans ta vie. Et je rebondis encore une fois sur quelque chose qui est hyper intéressant. Des fois, les gens démarrent le marketing de réseau et se disent je mets tant d'heures et je gagne que ça. Mais je pourrais, par exemple, avoir un job ou un autre business et je gagnerais plus. Mais le marketing de réseau, en fait, c'est travailler énormément au départ et gagner peu pour, encore une fois, avoir le plus d'expérience possible qui, sur les années, ce que tu faisais en 6 heures, tu vas le faire maintenant, cette fois-ci, en 2 heures. Et qu'en fait, tu dois accepter, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour beaucoup dans le marketing de réseau, d'être sous-payé les premières années pour devenir surpayé. Parce qu'en fait, à tes débuts, en effet, il y a cette mentalité encore de salarié de dire je mets tant d'heures de travail, je dois récupérer tant.
temps. Or, le marketing de réseau est de l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, tu es payé pour la valeur en fait, que tu crées et que tu donnes. Et donc, en fonction des années que tu vas avoir dans le marketing de réseau, ton leadership, la valeur que tu vas développer, que tu vas transmettre à tes équipes, fait que tu vas créer et mettre en place un système qui va travailler pour toi. Tu vas te permettre de créer des revenus résiduels. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai eu plein de gens dans mes équipes et on a plein de discussions aussi avec des leaders, même d'autres compagnies, où à chaque fois, il y a des remarques comme « Oh, cette personne, elle prend 50 000, 80 000, 100 000 par mois, mais pour autant, elle travaille peut-être plus comme elle travaillait avant. » Oui, mais parce que cette personne a été sous-payée pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, tu te dis, cette personne prend 100 000. Alors même si, je rassure un peu tout le monde, généralement, ces gens travaillent quand même beaucoup. mais c'est vrai qu'il peut y avoir des gens, et même, je veux dire, qui ont des résiduels vraiment à 100% et ne mettent plus d'efforts dans leur activité, mais parce qu'ils sont récompensés de leur travail fait sur de nombreuses années. Et de l'investissement tant personnel que professionnel dans l'investissement sur soi, Bien son sûr. formation, investissement dans ses équipes, pouvoir créer des événements, créer du contenu, ça c'est super important Là, aussi. Je vais te tendre la perche du coup parce que tu dis tout le temps l'importance d'investir dans ton business parce qu'il y a aussi l'aspect ok, tu es sous-payé les premières années. Et quand tu fais de l'argent avec le business, tu veux le faire grandir, si tu veux faire un incroyable business, réinvestir dans ton business. Les gens ont du mal avec ça. Les gens ont beaucoup de mal avec ça. Les premières commissions qu'ils pourraient avoir, de se dire j'ai tellement galéré pour les avoir, je les dépense, et c'est ok, c'est normal. J'ai fait ça quelques temps aussi, mais je me suis vite rendu compte que mes premières commissions, c'était parce que j'étais vraiment dans une situation de merde. C'était mes pleins d'essence pour aller faire des home events. C'était un petit roll-up pour faire pro. C'était une formation en communication, en leadership, et je réinvestissais vraiment dans mon business. Donc c'est vrai qu'au début, on a un peu l'impression de bosser pour rien. Et la magie du marketing de réseau, c'est que tu ne fais jamais rien pour rien. Exactement. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui démarraient, si vous aviez, là je démarre le marketing de réseau, ok, quels seraient les 3 conseils, vous donnez 3 conseils chacun, d'actions à mettre en place, ou les 3 conseils que je dois appliquer et avoir en tête vraiment quand je démarre mon activité de marketing de réseau. Quels seraient-ils? Moi, je dirais que le plus important déjà, c'est de faire du dev perso. Ok, donc numéro 1, Dev perso. se développer personnellement et psychologiquement. Ok. Ouais, pour moi, ça c'est primordial. Derrière, pas compter le temps, pas compter le temps que tu vas mettre dans l'activité. Ok, donc numéro 2, ne pas quantifier les heures de travail et s'envoyer des heures de taf. C'est ça. Ok. Et numéro 3, faire confiance à ton upline et suivre le plan. Ok, donc numéro 3, faire confiance aux upline, être coachable, suivre le plan. Ok, très bien, génial. Moi, le premier, clairement, on y revient toujours, c'est l'environnement, qu'il soit proche ou moins proche. Quelqu'un qui démarre un business aujourd'hui, malheureusement, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça, on va plus avoir des remarques, tu t'es fait avoir, tu verras, ça fonctionne pas. Donc, c'est se mettre des œillères. Okay. Ça, je trouve ça super important. Tu dois savoir pourquoi tu démarres et tu dois tracer et ni écouter, voilà. Tu sais ce que tu veux faire. On s'en fout de ce que la voisine, de la tante, de Tati Janine va dire. Tu restes focus sur ce que tu as envie de faire vraiment. Ensuite. Environnement. Ouais, vraiment l'environnement, je trouve ça super important. Alors, je sais pas si ta question est dans quelqu'un qui a déjà son entreprise, mais choisir avec qui tu bosses, l'air de rien. Parce que c'est bien de dire, je viens de démarrer dans le marketing de réseau, mais est-ce que tu es sûr que tu es une fois de plus, c'est un peu l'environnement, mais ici professionnel, est-ce que tu es dans la bonne entreprise, accompagné par les bonnes personnes, dans quelque chose de sain, et dans lequel tu vas pouvoir voir long terme, très long terme, ça c'est clair. On peut dire choisir avec qui tu travailles et choisir qui tu vas écouter également. C'est ça, c'est super important, parce que c'est bien d'être coachable, mais si les gens qui te coachent derrière, il y a pas grand chose, ou ça peut vite mener 100%. Ça peut vite mener au souci. Et faire. Numéro 3. Faire, parce qu'on me dit toujours, ouais, mais Tate, moi j'ai peur de faire ça, ouais, mais j'ai peur de parler là, oui, mais ça j'y connais pas, j'ai peur. En fait, et ça je le tiens de toi, Max, il y a déjà un paquet d'années, où le meilleur moyen de ne plus avoir peur, c'est de faire. T'as peur de parler en public, parle en public. T'as peur de tourner des réels, tourne des réels. T'as peur de conduire sur autoroute, roule sur autoroute. Enfin, et dans le marketing de réseau, on n'est que ça en fait. À force de faire, tu vas te professionnaliser, et c'est certainement pas en restant dans ta peur que tu vas évoluer. Donc, fais les choses, fais-les quand tu as peur, fais-les quand tu es fatigué, fais-les quand tu en as marre, fais. Je veux vraiment rebondir sur ce qu'elle dit là, parce que ça me fait penser à moi quand j'ai commencé. Donc on pourrait dire ok, ouais, t'étais avec elle a 10 ans de bouteille, donc c'est normal, elle t'a facilité la tâche. Et j'avais dit à Lille aussi sur scène que j'ai jamais demandé à personne de faire une presse pour moi. Le premier jour, ma première presse, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul, et franchement j'étais stressé toute la journée. Franchement j'ai failli être malade et tout, alors que c'était un zoom. Maintenant je me marre, mais je l'ai fait. Et en fait, comment tu présentes maintenant? Maintenant c'est naturel. Presque mieux que moi. L'impression que
Ben, Ouais, mais c'est ça qui est important. Et ça, c'est bien, Bien merci sûr. de le dire, c'est que les gens veulent à chaque fois attendre d'être dans le confort avant de faire les choses, alors que c'est quand tu es dans l'inconfort que C'est tu ça. progresses énormément. C'est la même chose que les gens veulent à chaque fois tout optimiser. Tu sais, par exemple, ils veulent partir sur les réseaux sociaux. Oui, mais je dois définir ma stratégie, je dois faire Non, ceci, c'est- cela, ça doit être monté comme ça, puis derrière, ça fera ça. Et puis derrière, quand je recevrai des milliers de messages, il faut que j'ai un système automatisé, sinon ça va prendre trop de temps. Résultat des choses, tu fais rien. mais tu postes Résultat des surtout. choses, t'as pas une personne qui te contacte pour le moment. C'est Résultat ça. des choses, oublie les monteurs et compagnie et commence juste par te filmer. Et fais et par en grande quantité. Et quand tu as cette quantité, après tu optimises parce que tu as Exactement. matière à optimiser. Et c'est intéressant en plus parce que le fait de faire alors qu'on n'est pas parfait, on revient à ce côté d'authenticité dont je parlais, Ouais. c'est que les gens s'identifient plus facilement et ça paraît plus authentique, ça paraît plus atteignable. Ce qui fait aussi, je pense, un peu mon succès de par mon réseau, c'est que les gens m'ont vu nulle part et les gens me voient aujourd'hui. Et il y a forcément tout ce cheminement et c'est ok, mais c'est totalement ok de démarrer à un moment ou à un autre. C'est compliqué justement toujours de faire face à ce que je disais, mets tes œillères, c'est pas grave si on se moque, si on dit, tant que tu fais, c'est important. Et c'est vrai que je n'ai jamais fait de présentation pour lui. Il s'est mis dans des états pas possibles, mais il a jamais voulu que je le fasse. Alors évidemment, on est dans un business model incroyable où nos uplines sont là pour nous aider, pour faire en tout cas au début, mais il faut pas se reposer non plus. Exactement. Parce que les gens doivent s'identifier à qui vous êtes, à qui tu fais. Moi, personnellement, si je te fais confiance pour quelque chose et que tu me diriges vers une autre personne et que tu sens que voilà, t'es plus là, ça casse. C'est quelque aussi, chose. c'est aussi, et après ça c'est très propre à moi-même, même c'est parce que moi j'ai commencé le business, je me suis dit si je le fais à fond, moi je veux être là en fait, je veux être un leader. Et donc, bien sûr, bien sûr, mais c'est parce que c'est aussi de l'ambition et je me dis, voilà, si je commence à me reposer sur elle, mais je vais peut-être pas avoir le mordant nécessaire. Là, en me mettant dans l'inconfort, j'avais pas le choix. J'étais seul face à moi-même, face aux petites têtes sur Zoom. Franchement, quand j'en parle, ça me fait rire vraiment maintenant parce que je me sens tellement à l'aise maintenant sur tout ça, sur scène ou autre. Mais ça a été vraiment une grosse sortie de zone de confort et tu l'as cité tout à l'heure et finalement, on peut voir aussi les résultats aujourd'hui. Bien sûr. Donc finalement, c'est encore une fois la preuve que sortie de zone de confort égale résultat peut-être plus court, moyen ou long terme, mais il y a toujours à un moment donné du résultat. Bien sûr. Et ce que les gens, avant d'arriver sur les deux derniers sujets de ce podcast, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le marketing de réseau, c'est une histoire d'inspirer. Et le client ou le distributeur moyen dans le marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle la masse, les gens de tous les jours. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui démarre, c'est quelqu'un qui démarre parce qu'il y a un manque, il y a un problème, il y a une problématique. Et ça veut dire en fait qu'il y a quelque chose d'inconfortable. Bien souvent, pour beaucoup de gens, il y a des problèmes de confiance en soi. Et si à chaque fois les gens pensent qu'il faut être parfait pour venir inspirer ces gens, eh bien pas du tout. Et c'est pour ça que vous avez totalement raison, c'est que plus vous commencez à être dans l'inconfort, ce qu'il faut c'est record aussi ces moments-là, donc enregistrer ces moments-là, se prendre en vidéo, ah je suis inconfortable, je vais faire ma première presse, je stresse, je sais pas comment faire, nanana. Mais en fait c'est une stratégie même en avance où le moment où vous allez avoir le succès que vous allez avoir, des énormes équipes, bien souvent ces équipes ne vous croiront pas. Là par exemple c'est difficile toi Brian, beaucoup de charisme, je veux dire du leadership, de dire oh Brian, ah bon, il a failli vomir avant sa première presse, tu vois, mais c'est vrai, tu as des gens qui peuvent se dire j'y crois pas, c'est entre guillemets une storytelling, etc. Et donc pour tout le monde en fait, être dans l'inconfort, dans l'imperfection, dans cette fragilité, c'est une force qui est exceptionnelle pour venir documenter en fait votre processus à très long terme et venir inspirer énormément de personnes à faire de même. Donc c'est pour ça que juste bravo pour ça et merci pour ce conseil parce que c'est totalement ça. J'aimerais revenir avant d'arriver vraiment sur le sujet de la convention de Las Vegas et on va finir par votre mariage quand même parce qu'après, attends, je regardais l'heure mais C'est quand même tout oh à là l'heure. là, parce que dans quelques heures, là, c'est le mariage. Mais vous êtes recordman aujourd'hui, tous les deux, en fait, du record du nombre d'inscriptions en un mois dans notre compagnie. C'est-à-dire que vous avez aidé 156 personnes personnellement à se lancer dans un mois. Donc 156 inscriptions personnelles. Vous ne l'avez pas fait dès votre première semaine de business, hein, pas du tout. C'est-à-dire que vous êtes donné, je me rappelle le challenge, là, sur une semaine, on veut aider le plus de gens personnellement possible, 156 en une. C'est assez incroyable. On a parlé de conseils pour des gens qui démarrent, pour des gens plus expérimentés cette fois-ci. Alors j'imagine que les réseaux sociaux ont joué un rôle important. On a parlé d'authenticité, de professionnalisme. Allez, peut-être si vous aviez un conseil à donner aux gens, comment est-ce qu'on fait pour atteindre des chiffres énormes comme cela, ça serait lequel? L'énergie. L'énergie. L'énergie amène l'énergie. Ça devient un cercle vertueux où on se l'a dit dès le début. Allez, on se met dans un mood où on ne fait que ça. J'étais en call de 8h30 du matin à 23h30. Ok. On mettait les gens en salle d'attente sur Zoom 2 secondes. Je lui amenais son assiette pour qu'il mange et puis on faisait l'échange. Jusqu'à 1h30 du matin, on inscrivait des gens. En fait, c'est dingue parce que c'est rien d'incroyable finalement. Et comme elle dit, l'énergie, parce que tu le sens même pas. Alors oui,
forcément après, quand on a un petit peu baissé, bah, t'as la retombée, ouais, tu prends un peu, c'est un peu l'image, c'est t'as bu 2 verres dans un resto, il fait chaud, tu sors, bam, t'as tout le froid, t'es un peu matraqué. Mais là, c'était un peu le cas, mais ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est pas prétentieux ce que je dis, mais ça a paru tellement simple finalement, parce que juste on s'est mis dans un mood où en fait, Dans un mode différent. Il n'y a pas, c'est ça. on veut. 100%. Et parlons d'énergie, parce que des gens se disent, oh, l'énergie. Comment est-ce qu'on trouve l'énergie et je vais rebondir du coup sur l'avant-dernier sujet. On est actuellement à Las Vegas. Vous avez gagné un challenge où on est dans une villa assez exceptionnelle. On fait d'ailleurs ce podcast dans la salle de ciné de la villa. On a assisté à une conférence aux États-Unis également, donc de l'entreprise. Est-ce que le fait de venir aux événements, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous permettre de prendre cette énergie-là? Quel est vous le retour que vous avez là justement de cette convention aux États-Unis? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que les gens doivent se battre pour venir à des moments comme ça? Est-ce que quand il y a un événement, par exemple en France, on a l'événement qui va se passer à Toulouse en septembre prochain, est-ce que les gens doivent y aller? Quel est votre retour sur cette convention et sur cette question? La clé, personnellement, là, je me C'est permets le game changer pour moi, parce que je pense, ben voilà, c'est encore une fois la preuve, 10 ans, 10 mois, on est autant impactés l'un que l'autre. Et je pense que même toi, tu as entendu des speakers, il y a toujours quelque chose où tu te dis, ben ouais, ok, c'est vrai ça, et puis ça te donne une énergie. Et puis moi, par exemple, je fonctionne beaucoup sur base de plans. Dans ma tête, je mets des plans en place pour atteindre tes objectifs, pour faire telle chose, je me dis ça peut marcher avec tel type de profil. Et en fait, d'avoir tous ces éléments de speaker incroyables, tu prends de nouveau une énergie de dingue. Et puis cette énergie, tu n'as plus qu'à la retransmettre à tes équipes aussi. Donc c'est important, et c'est encore plus important si tu fais venir tes équipes avec toi, bien entendu, parce que pour moi, peu importe ta position, peu importe où tu en es, peu importe les années d'expérience que tu as, tu es obligé d'être sur un événement. Il n'y a pas le choix, parce que tout ce que tu prends, c'est une valeur de dingue. Tu as l'occasion d'échanger avec des gens qui ont une façon de fonctionner peut-être différente de toi, et que tu vas pouvoir reprendre des éléments, et puis en retour, ils vont prendre des éléments sur ce que tu fais toi. C'est un échange incroyable. Moi, je dois clairement mon succès dans le marketing de réseau aux événements. Incroyable. C'est ça, j'ai pas peur de le dire. Quand j'ai commencé donc le marketing de réseau, alors oui, j'ai commencé déjà assez rapidement, et on s'est rendu dans... On avait loué un minivan 7 places avec mon équipe, un Airbnb, parce qu'on était broke, hein, donc on avait fait tout ça ensemble. Et je me souviendrai toute ma vie. On est allé à l'événement, j'ai vu une nana monter sur scène qui avait la plus haute position du plan de REM à l'époque dans cette entreprise-là. C'était Chairperson. Et j'ai dit, putain, moi, je veux être là, je veux faire ça, je veux ça, c'est ça que je veux. Et à cet instant-là, une question d'environnement, toujours. On est entouré de dizaines, de centaines de personnes qui sont dans les mêmes vibes que toi, dans les mêmes croyances que toi, qui ont déjà du résultat, qui sont déjà là où tu veux aller, ou même s'ils n'y sont pas encore, qui croient dur comme fer, comme toi, que c'est faisable, que c'est réalisable. Alors que quand on reste chez soi, on est entouré de gens qui n'y croient pas forcément, qui sont pas dans les mêmes vibes. On est un peu l'extraterrestre de la bande. Ah, il fait du marketing des réseaux, networking, et puis là, on se retrouve avec tous des potes qui pensent pareil. Et ça, c'est vraiment game changer. On dit toujours, oh, mais c'est normal, il est aux événements, c'est un leader. Non, c'est parce qu'il est leader qu'il est aux événements. Non, c'est parce qu'il a fait les événements qu'il est leader. Ça change la donne. C'est parce qu'il a fait les événements qu'il est Ça change la donne. Exactement. Il est pas à l'event parce qu'il est leader. Il est devenu leader grâce aux events. J'ai une histoire un peu, moi, perso, par rapport à ça, parce que voilà, il y a eu la tournée. Donc j'ai assisté à la tournée. Donc, voilà, je dis ok, ouais. Et à la base, j'avais toujours dit, moi, on bosse ensemble, mais franchement, la reconnaissance, je m'en fous, tu vois. Et puis finalement, on fait la tournée. Là, je commence à me dire, ouais, j'aime bien de voir un peu les gens sur scène, je me verrais bien là. Puis on arrive à lancement Boost. Et là, lancement de Boost, je me dis, tu sais quoi, prochain truc, moi, je veux être sur scène, il n'y a pas, tu vois. Et donc, finalement, Lille, je suis sur scène. Et là, je le dis, face caméra, Toulouse, je speak, obligé. Parce que je vais mettre les actions en place et j'aurai ma place sur scène, obligé. Parce que maintenant, je veux, ça me nourrit. Et je veux pouvoir transmettre cette énergie aux gens. Et c'est génial ce que tu dis, parce qu'en fait, tu dis que tu pars de la tournée, au début, tu dis, ouais, sur scène, moi, je m'en fous. Donc ça veut dire que si à ce moment-là, tu fais pas l'effort, ou autour de toi, on fait pas l'effort de dire non, viens, on y va quand même absolument, ça déclenche pas l'étape 2 qui est en fait, j'aime bien. L'étape 2, c'est ensuite, ok, je vais à Boost. Ah non, là, je veux venir. Étape 3, c'est du coup, tu speaks sur un panel. D'ailleurs, je me rappelle, super témoignage à Lille. Étape 4, c'est face caméra, boum, je speaker officiel. Et en fait, c'est ça aussi que les gens se rendent pas compte, c'est l'effet ricochet, étape 1, qui crée l'étape 2, qui crée l'étape 3. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que vous dites quand tu dis, c'est parce qu'ils viennent aux événements qu'ils deviennent leaders. C'est l'histoire d'énormément de leaders. C'est aussi aujourd'hui mon histoire. Et c'est le message que je veux donner à tous ceux qui font du marketing de réseau. Quand vous avez des équipes, alors mon mot est peut-être fort en disant forcer, mais moi je me rappelle que pendant d'énormes années dans mon développement, je disais si tu viens pas aux événements, ça va être compliqué de travailler avec toi.
Alors ça paraît cash, dit comme ça, mais c'est tellement fondamental, en fait, tant dans le développement personnel, dans le développement de leadership, dans la culture de l'entreprise, que quelqu'un... En fait, je vais partir de fait, j'ai eu quand même, je pense, peut-être 110, 115 000 personnes dans mes équipes, je n'ai jamais vu un leader ne pas aller aux événements. J'ai vu beaucoup de leaders, mais ils allaient tous aux événements, ils avaient tous une culture d'événements. Il y a un peu allez, imaginons, ben voilà, toi, tu es bien placé pour le savoir, tu as fait du foot. Et en fait, c'est un peu le même principe de dire, OK, moi je vais être footballeur pro, mais tu vas jamais voir un match de foot dans un stade et tu prends pas l'ambiance qu'il y a. Ouais. Si tu vas prendre l'ambiance qu'il y a dans un stade et que tu es déjà en passe de devenir un footballeur pro, c'est le petit déclencheur qui est dans ta tête va te faire que tu vas faire les efforts supplémentaires, que tu vas peut-être rester 1 heure en plus que les autres à l'entraînement, parce que tu as vécu l'ambiance et que tu te dis, je vais être sur le terrain à la place de ce gars-là, moi. Ouais, c'est pareil dans notre business. Bien sûr. Le meilleur exemple, c'est la récurrence. Nous, on a aussi un peu forcé, alors de par la motivation et de par, OK, si vraiment tu veux aller plus loin, il faut que tu sois là. Premièrement, à l'événement de Paris, pour le lancement de Boost, nos équipes qui étaient à Paris étaient d'office à Lille. Ouais. On est arrivé à Lille avec une quarantaine de personnes. Le jour même de Lille, avant la fin de l'événement, ils avaient leur place pour Toulouse. Ouais. Et ça veut bien dire que quand tu es sur place, tu es à un événement, tu es dedans, tu l'as vécu, c'est hors de question que tu dises « je loupe le suivant ouais. ». Et ça, c'est bien la preuve que quand tu y es, ça peut pas se passer autrement, que d'autres qui n'y seraient pas allés. En plus, c'est contagieux parce qu'ils disent « waouh », tu vois l'évolution. Ouais. À un moment, le facteur vraiment déclencheur de toutes ces personnes qui commencent à avoir du succès, ou en tout cas plus d'autres, « ah bah tiens, c'est bizarre, ils étaient tous aux events. Je vais peut-être aller au prochain, tiens ». Bien sûr, 100%. Et c'est toujours d'événement en événement, il faut avouer que c'est quand même génial, l'énergie est différente, on bosse beaucoup en ligne, en tant que leader, on a un peu éclaté géographiquement, le fait de se retrouver vraiment sur place, d'avoir cet aspect communautaire, de rencontrer d'autres personnes qui ont peut-être des histoires différentes, mais de qui tu vas pouvoir t'inspirer, qui sont... Enfin, ça... À différents stades, moi je dis, on en a encore parlé par exemple avec Prague, qui va arriver, t'as même la culpabilité de dire, ouais, si je veux pas, ouais, non, t'es obligé d'y aller en fait. Et c'est les habitudes aussi, c'est que beaucoup de gens parfois pensent que, oh, j'ai été à un événement, on va redire la même chose, ou j'ai été sur un call, ça va redire la même chose, mais la vérité c'est que il y a des gens qui ont regardé 200 000, c'est une image bien sûr ce que je donne, mais 200 000 films sur Netflix ou séries ridicules, et ont été exposés à une quantité d'informations qu'on pourrait, je veux dire, associer à de la poubelle en termes d'infos, et ils se les ont implantés dans la tête. Et donc c'est pas en allant à un événement de développement personnel et de leadership exceptionnel que pareil, je reprends mon exemple, que tu contrebalances. Donc c'est essentiel, et en tout cas merci pour toute cette valeur business. Pour terminer le podcast, bon, il y a quand même un mariage. Ça va être certainement le ou un des plus beaux jours, en tout cas, de toute votre vie. Mariage à Las Vegas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de, je veux dire, on part à Las Vegas, un voyage, et on va se marier. On va se marier. Et pas, je veux dire, pas un mariage ou pas reconnu, etc. Ah non, c'est légal, on fait les choses à fond. Légal, reconnu. Vraiment, vous avez tout fait comme il le faut. Déjà, tout le bonheur du monde. Je pense que tout le monde vous le souhaite. Merci. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision Il n'a pas vraiment pris la décision. Il a été un peu... Dans l'histoire, on va quand même remettre les choses dans le contexte. Quand on s'est rencontrés, premier jour, on a parlé mariage. Alors, on ne sait pas savoir pourquoi. Je sais pas, on a senti ce feeling direct. Grande connexion. Voilà, grosse connexion. À distance, parce que c'est vraiment par message. J'étais à Berlin, il était... Et, on parle mariage, je sais pas, à la base, je dis, moi, je devais partir faire le Mont Blanc. Et puis finalement, je dis, je suis rêvé. Et puis je dis, ouais, vas-y, demande en mariage sur le Mont Blanc. Et puis finalement, elle dit, moi, je pars à Bali au mois d'août. Et je dis, ok, go, on se marie à Bali, tu vois. Et on a parlé mariage comme ça. Puis on a toujours gardé ça en tête. C'était de toute façon prévu qu'on se marie. Pas spécialement maintenant. Bali et Las Vegas, c'est juste à côté en plus. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on discutait Las Vegas. Et bon, je suis quelqu'un de très impulsif qui aime vivre à fond, à 200 à l'heure, à faire les choses de dingue, là où les gens diraient, mais t'es fou. Je suis le genre de nana là. Et je savais que de toute façon, ils seraient pas contre. Et quand on a parlé de cet event à Las Vegas, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va. Si on va, on se marie. Il me dit, quoi? J'ai dit, vas-y, on doit se marier. On dit, on se marie à Vegas. Enfin, c'est une occasion qu'on aura peut-être qu'une fois dans notre vie. En plus, toujours l'environnement le plus proche, c'est vous, c'est l'équipe, c'est le kiff, c'est le fait de faire ça. Donc il me dit, ouais, mais alors, moi je suis Madame Impulsion, et lui c'est Monsieur Tradition. Très traditionnel. Donc il me dit, oui, à 2 conditions. La première, je demande ta main à ton père, officiellement. Et la deuxième, je te demande ta main, je fais une demande en fiançailles, en bonne et due forme, d'ici là. Alors, d'ici là, c'est 3 semaines, et j'ai cru comprendre que cette demande, elle a été...
incroyable. Partout sur les réseaux, dans le sens où il y a des femmes qui veulent que leurs hommes te payent quelque chose pour leur apprendre. Donc ça a été incroyable au final. Ouais, c'était de l'enjeu, en fait, c'était cet effet de surprise. Donc il avait beaucoup de mal avec le fait que je ne puisse pas être surprise, puisque on sait qu'on se marie dans 3 semaines, je sais qu'il est tradition, donc quelques jours après, on va chez mon père, il demande ma main, qui avait compris, hein, mon père me connaissant relativement bien. Quand il a vu qu'on partait à Vegas, il m'a dit, ouais, j'avais bien compris que ça se passerait comme ça. Et il a quand même réussi à me surprendre dans la demande en mariage, alors que je savais que ça allait arriver, alors je savais pas quel jour, évidemment, mais il a quand même réussi à me tenir en haleine toute la journée jusqu'à cette demande en mariage qui m'a semblé interminable dans le sens où j'avais envie de le voir et de comprendre comment ça allait se passer. Et de là, voilà, c'est contacter une wedding planner, choisir une robe, j'ai pris l'avion avec Maroc, il a pas encore vu évidemment, et faire les choses effectivement correctement, donc légalement, les papiers, et rentrer officiellement marié. C'est pas pour du faux, comme diraient les enfants. On peut quand même le dire, c'est la preuve qu'on est quand même dans un business incroyable avec l'entourage important. T'es quand même mon témoin sur ce mariage, donc tu vois. C'est vrai, c'est un honneur. L'importance aussi, ouais, c'est vrai. C'est top. C'est un plaisir total de faire ça avec vous, vraiment vivre ça en équipe, quoi, parce qu'il y a pas que le taf, et finalement, l'air de rien, ça va rester dans cette sorte de contenu et de synergie de taf. Les gens doivent s'identifier à l'aspect communautaire aussi qu'on peut avoir, et ouais, non, j'ai hâte, ça diminue. Et on est quand même, du coup, avec le décalage horaire, on est quand même obligé, on s'entend, on a accepté de mettre le mariage en live TikTok. On a eu tellement de demandes de sa communauté qu'on va être en live TikTok pour le mariage. C'est hallucinant. Bon, va pas falloir tarder à se préparer, bah oui, parce que... je crois en tout cas. En tout cas, merci pour ce podcast, pour toute cette valeur qui a été vraiment partagée. Merci à toi. Et puis je pense qu'on va tous être d'accord pour dire qu'on vous souhaite tout le bonheur du monde, que ce soit dans votre vie personnelle et aussi professionnelle, et continuer d'impacter le plus de monde possible en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Max.